000 corps habillés au Togo. Continuez par tapoter, continuez par repartager. On était à presque 250 personnes essayant de remonter comme, au même, voilà. Je parlais de mon incompréhension vis-à-vis de l'armée togolaise qui se laisse manipuler par un seul individu. Et il faut que nous sachions très bien que c'est l'armée qui a réussi à mettre Faure Gnassingbé au pouvoir. Et aujourd'hui, l'armée, la justice, tout ce qui a amené Faure Gnassingbé au pouvoir fera toujours tout fait pour les dépiécer. Aujourd'hui, la justice est à sa botte. Aujourd'hui, on dirait que les procureurs de la République n'incarnent aucunement la loi qu'ils ont étudiée ou le droit qu'ils ont étudié à l'université, mais incarnent plutôt la volonté de M. Faure Gnassingbé. On dirait aujourd'hui qu'au Togo, c'est le livre de M. Faure Gnassingbé, c'est la vision de M. Faure Gnassingbé qui devient la loi absolue. Qui devient la loi absolue, ce qui est quand même dommage. Et aujourd'hui, la justice est à sa botte. Aujourd'hui, on utilise la justice qui est manipulée pour condamner des gens. La justice n'a jamais été équitable, mais au temps de M. Faure Gnassingbé, c'est devenu encore pire. Et ce qui est désolant, c'est sur la question de l'armée. Comment M. Faure Gnassingbé, lui tout seul, arrive à manipuler toute l'armée togolaise? Comment M. Faure Gnassingbé, lui tout seul, arrive à manipuler 15 000 personnes? Mais comment ça se fait? Faure Gnassingbé est un surhumain, je ne comprends pas. Alors que c'est vous qui aviez les armes. Le grand frère Ferdinand a été là, expliqué la dernière fois, et il disait que le Togo, c'est le seul pays où les forces de l'ordre qui ont les armes attendent que ce soit les civils qui les libèrent. Mais le Togo, en fait, le règne de M. Faure Gnassingbé, tellement ça a été un règne désolant, cataclysmique, que le Togolais aujourd'hui devient quelqu'un qui marche avec la tête. Le Togolais, c'est quelqu'un aujourd'hui qui commence par construire sa maison par le toit avant d'arriver à la fondation. Quand le monde avance à gauche, le Togolais, lui, va à droite aujourd'hui. Le Togolais en déphasage complet. Le Togolais vit aujourd'hui, on va dire, dans un monde parallèle aux autres. Sinon, comment les forces de l'ordre qui ont les armes se laissent manipuler autant par M. Faure Gnassingbé jusqu'à présent? Et M. Faure Gnassingbé, regardez combien de chefs d'État, combien de militaires, combien de colonels M. Faure Gnassingbé, lui seul, il a réussi à faire taire. Les Félix Katanga, comment il a éjecté les Massina. Les Massina l'ont fait plus que vous, comment il les a éjectés. Les Félix Katanga, les Massina, les Madoulba, les anciens ministres de la défense comme les Madame Nyakade, les Tidjani, les colonels Pacha Gnassingbé. Comment M. Faure Gnassingbé, lui seul, il arrive à me manipuler à ce point? Donc, vous vouliez me dire, un civil en plus, c'est quelque chose, c'est ce qui m'exaspère le plus. Un civil en plus. Parce que M. Faure Gnassingbé est un civil. On aurait dit que M. Faure Gnassingbé était déjà, les Titikmina qui ont été écartés. M. Faure Gnassingbé aurait aussi, il aurait eu peut-être un passif militaire. On pouvait comprendre qu'il incarnait peut-être une autorité. Une autorité de soldats, on pouvait comprendre qu'il arrivait à incarner quand même et imposer une certaine hiérarchie au sein de l'armée, parce que nous savions que l'armée, c'est l'ordre quand même, qu'il faut respecter ses supérieurs. Mais M. Faure Gnassingbé qui n'a aucun passif militaire, M. Faure Gnassingbé qui ne peut même pas courir pendant 200 mètres, il marche même difficilement. Comment une personne comme ça arrive à manipuler toute l'armée depuis plus de 20 ans? Et depuis plus de 5 ans que vous essayez de le renverser, lui seul, il arrive à vous manipuler. Il manipule les colonels, il manipule les généraux, il manipule les chefs d'état-major, il manipule les ministres de la Défense, il manipule les ministres de la Sécurité, il fait passer M. Yark du ministre de la Sécurité au ministère de l'Eau. Et dans tout ça, comment vous pourriez m'expliquer qu'un seul individu, un civil de surcroît, arrive à manipuler? Moi, je ne le comprends pas. Si vous aviez une explication concernant ce sujet, dites-le moi, un peuple togolais, parce que moi, je suis dans l'incompréhension totale aujourd'hui. Et il faut que armée togolaise, vous sachiez qu'aujourd'hui l'histoire vous regarde. L'histoire vous a toujours appelé, vous n'aviez jamais répondu. Mais il est temps que vous répondez favorablement devant l'histoire. L'histoire aujourd'hui, les yeux de la jeunesse africaine, les yeux de la jeunesse togolaise se tournent tous vers vous. Les yeux de toute cette jeunesse se tournent aujourd'hui
vers vous, l'armée togolaise. Les yeux de toute la jeunesse africaine se tournent vers vous. Mais comment cela se fait? Comment vous pourriez m'expliquer? Mes soldats togolais, aujourd'hui, avec la chance que nous avions, ou des régimes militaires comme les Assimi Goïta, les généraux Chiani, les Mamadi Doumbouya, les Assimi Goïta, les Ibrahim Traoré, même les Brice Oligui Nguema. Ah ok, je suis fort Togo. Je te recevrai dans disons 10 à 15 minutes s'il te plaît. Je vais développer assez rapidement cela et puis je t'accepte, ma soeur. Comment cela arrive quand même à dégager des dictateurs? Comment cela quand même arrive à faire des révolutions populaires, à faire des renversements militaires? Et que vous, au Togo, il faut que vous compreniez aussi, armée togolaise, qu'aujourd'hui, en 2025, Monsieur Faure Gnassingbé est en élection contre 15 000. Vous êtes environ 15 000 soldats au Togo. Monsieur Faure Gnassingbé seul est en élection présidentielle contre 15 000 soldats togolais. Donc 15 000 soldats togolais, vous êtes incapables de gagner face à Faure Gnassingbé. Mais j'ai l'impression au moment que vous êtes devenu une armée efféminée. Vous êtes devenu une armée. Au fil du temps aussi, j'ai compris pourquoi c'était le CEPD qui était exigé avant d'intégrer les forces armées togolaises. Ça, avant, je ne le comprenais pas. Je pensais que vous cherchiez à donner du travail à tout le monde. Mais aujourd'hui, je comprends beaucoup plus. Ça prend tout son sens. Le pourquoi. C'est le CEPD qui est exigé avant d'intégrer les forces armées togolaises. Peuple togolais, je suis dépassé de par l'idiotie que représente, excusez-moi, le thème que représente aujourd'hui les corps armés togolaises. Et dans tout ça, vous aviez encore des corps armés togolaises qui sont fidèles à M. Faure Gnassingbé, alors qu'il n'y a aucun régime qui est aussi fragile que le régime de M. Faure Gnassingbé actuellement. Ibrahim Keïta, Ibeka au Mali, son régime n'était pas aussi vomi comme le régime de M. Faure Gnassingbé aujourd'hui, avant que Bandao ne le renverse. Le régime de M. Roch Kaboré n'était pas aussi vomi comme le régime de M. Faure Gnassingbé aujourd'hui, avant que Damiba le renverse. Le régime de Bazoum n'était pas aussi vomi que le régime de Faure Gnassingbé aujourd'hui, avant que le général Tchiani le renverse. Le régime de M. Alpha Condé n'était pas aussi rejeté, aussi vomi du peuple guinéen avant que Mamadi Doumbouya ne le renverse que M. Faure Gnassingbé. Même M. Ali Bongo, son régime n'était pas aussi vomi comme le régime de M. Faure Gnassingbé. Parce qu'au moins les Gabonais, dans leur pays, quand même l'argent circulait. La preuve, combien de Togolais prennent la mer pour aller au Gabon travailler? Combien de Togolais partent au Gabon pour travailler? Ça veut dire que le Gabon est largement mieux que le Togo. Mais ils ont une facilité pour renverser M. Faure Gnassingbé. Pour les trois pays de l'AES, c'est parce qu'ils étaient confrontés, on va dire, au terrorisme. M. Faure Gnassingbé, lui seulement, il est confronté au terrorisme, qui n'arrive pas à contenir, parce que tous les armes sont stockées chez lui pour le protéger. Tous les armes sont aux mains de la garde présidentielle. Et nos jeunes frères qui sont au nord du pays, qui sont à Gapaon, qui sont en train de lutter pour leur vie, pour défendre le territoire national, n'ont même pas d'armes à feu, n'ont même pas des balles, n'ont même pas des munitions pour pouvoir combattre ces terreaux. Alors que tous les armes sont stockées à la présidence, au sein de la garde présidentielle, qui est aujourd'hui, qui n'est même plus clanique, mais qui est composée aujourd'hui d'Israéliens, de Turcs, de Russes et de tout cela. Et M. Faure Gnassingbé est aujourd'hui en élection contre 15 000 militaires. Ça veut dire que vous êtes 15 000 personnes contre M. Faure Gnassingbé tout seul, mais vous êtes incapable de gagner. Maintenant, ce qui penche encore le plus dans la balance, c'est que vous êtes 15 000 soldats, mais vous aviez encore le soutien du peuple qui vous soutient. Vous aviez encore le soutien du peuple encore. Ça veut dire que 8 millions de Togolais vous soutiennent, vous 15 000 soldats, pour renverser un seul homme et vous en êtes incapable. Je ne comprends pas. 8 millions de Togolais soutiennent 15 000 forces armées togolaises pour renverser un seul homme. Mais vous,
corps armée togolaise, vous en êtes encore incapable. Donc, nous n'avions aucun militaire, aucun colonel, aucun petit, même un commandant qui sort de quelque part, qui tape sur le point de la table. Comment nous ne vous avons pas motivé? Nous avions même eu à faire des vidéos ici où je parlais, j'avais le discours même était déjà prêt, le discours du renversement était même déjà prêt. Où j'avais fait une vidéo dans laquelle je disais, peuple togolais, au vu de la situation politique aujourd'hui dans notre nation, nous, forces armées togolaises, nous avions pris la décision de reprendre les règnes et le commandement du pays. Pour vous motiver, pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui le peuple est avec vous, mais vous êtes toujours incapable. Qu'est-ce que vous féminisez? Et le Togo, c'est le seul pays dans lequel vous allez entendre les forces armées dire que le peuple sorte avant que vous nous faites un renversement militaire. Au Mali, le peuple n'était pas dehors. Les Maliens étaient couchés, ils se sont réveillés, ils ont entendu que Bandawa a renversé Ibeka. Les Nigériens, ils étaient tranquillement chez eux, ils se sont levés, ils ont entendu que Bazouma vient d'être renversé par le général Tchiani. Les Burkinabés, ils étaient là, ils se sont réveillés et ils ont vu que Roch Kaboré a été renversé par Damiba, le premier coup d'État. Les Guinéens, ils étaient là, ils se sont réveillés, ils ont entendu que Mamadi Doumbouya vient de renverser Alpha Condé. Les Gabonais, pareil. Même quand je retourne dans l'histoire. En Libye, les Libyens étaient tranquilles, ils venaient de se réveiller. Ils ont entendu que le roi Idriss Ier s'est fait renverser par le maréchal Muammar Kadhafi. Au Libéria, les Libériens, ils étaient tranquilles, ils se sont réveillés un jour et ils ont entendu que le règne de William Tolbert a été renversé par le sergent Samuel Doe. Même des sergents sont arrivés à faire des coups d'État dans des pays. Je suis d'accord que toute rupture de l'ordre constitutionnel est condamnable. Mais le problème, c'est que des coups d'État viennent en réponse à des problématiques qui n'ont pas été traitées. Et aujourd'hui, nous savions que les militaires incarnent plus le développement, la rigueur, la rupture des accords coloniaux. La vraie souveraineté, c'est les militaires qui arrivent à l'incarner aujourd'hui. Et M. Faure Gnassingbé, qui n'a aucun passif militaire, comment lui seul arrive à vous contrôler? Comment lui seul arrive à vous manipuler? C'est la seule chose qu'on vous demande, peuple togolais. Soldats togolais. La seule chose que le peuple vous demande, c'est de pouvoir renverser M. Faure Gnassingbé, c'est sans équivoque. Le peuple togolais ne fait pas cette marche pour un certain Jean-Pierre Fabre, pour un certain Abbas Kaboa, quel Abbas Kaboa, pour un certain Aboibo ou pour un certain politicien. Le peuple togolais fait cette révolution pour que vous, les militaires, vous prenez le pouvoir, vous êtes incapables. Le peuple togolais sert la magistrature suprême. Le peuple togolais sert aujourd'hui. Le peuple togolais est en train de servir le fauteuil présidentiel sous un plateau d'or aux militaires togolais, mais ils sont incapables de le prendre. Ils en sont incapables. Et aujourd'hui, tous les Africains vous regardent. Et je sais très bien que vous, soldats togolais, même si vous êtes envoyés aujourd'hui sur des fronts communs avec d'autres nations de l'Union africaine ou d'autres nations africaines, ou que vous êtes envoyés même au Mali pour combattre, que vous soyez envoyés dans d'autres pays pour combattre, vous allez voir avec quel mépris vos confrères d'armes d'autres pays vous regarderont. Aujourd'hui, vous êtes tombé plus bas que terre. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme l'armée la plus inefficace, la plus inintelligente. Vous êtes considéré aujourd'hui comme si au sein de l'armée togolaise, dans tous les 15 000 Togolais, aucun n'a l'intelligence nécessaire pour élaborer une stratégie de renversement militaire, de renverser M. Faure Gnassingbé. Vous allez voir, si vous partez même au Mali, vous partez sur des fronts communs aujourd'hui en Afrique pour combattre avec d'autres soldats comme vous, vous allez voir le mépris qu'ils auront pour vous, parce que c'est inconcevable. On me dit que le son est parti. Est-ce que c'est vrai que le son est parti? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez oui, vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ok. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, soldats togolais, si vous partez n'importe où, sur un même front que par exemple l'armée béninoise, avec l'armée ivoirienne, avec l'armée burkinabé, l'armée malienne, eux tous, ils auront un certain mépris pour vous parce que c'est inconcevable qu'une personne qui est autant rejetée, un vrai rejeté, de son peuple, de tout le monde,
arrivent encore à vous manipuler, à vous tenir. Et nous avions vu M. Ferdinand Ité qui a dit qu'aujourd'hui, c'est l'arrestation de Mme Marguerite Niakhaté, mais qu'il y aura des arrestations futures, qu'il y aura d'autres arrestations qui vont encore arriver au sein de l'armée togolaise. Et vous allez laisser faire ça. Et vous êtes encore là, vous êtes incapable de passer à l'action. Vous allez laisser Faure Gnassingbé vous emprisonner, vous tous. Là, aujourd'hui, on parle de Mme Niakhaté, on parle de Félix Katanga, on parle de Madjoulba, parce que c'est eux les têtes connues. Mais combien de gens, combien de forces armées togolaises, combien de soldats togolais qui sont juste dans des casernes, qui ne sont pas des soldats, des commandants qui sont en dessous, qui ont été arrêtés, mis au cachot. Combien? Ils en sont pleins. Beaucoup de soldats togolais sont en train d'être torturés. Mais comment vous laissez cela se faire? Comment vous laissez M. Faure Gnassingbé faire cela de vous? Beaucoup ont été arrêtés à l'époque parce qu'ils ont soi-disant communiqué avec Egunchi Béanza. Beaucoup ont été arrêtés parce que soi-disant ils ont parlé avec les membres du M66. Beaucoup ont été arrêtés uniquement sur des faits même de délation. Beaucoup ont été arrêtés uniquement parce que on leur aurait prêté l'intention d'un renversement militaire ou on leur aurait prêté l'intention de ne pas être en accord avec M. Faure Gnassingbé. Beaucoup de militaires togolais aujourd'hui, qui ne sont pas colonels, je vous parle des sous-classes, sont beaucoup emprisonnés aujourd'hui. On en a beaucoup qui sont emprisonnés aujourd'hui. Et vous laissez faire. Et vous laissez M. Faure Gnassingbé perpétrer cela. Et vous êtes incapable de taper sur la table et de vous dire que non, trop c'est trop. C'est nous qui avions les armes. Quand même, M. Faure Gnassingbé n'a pas un passif militaire pour nous contrôler autant. M. Faure Gnassingbé n'est pas un général pour nous contrôler autant. Au nom de quoi nous serons aussi autant assujettis vis-à-vis de lui. M. Faure Gnassingbé n'a aucun passif militaire pour qu'il arrive à nous contrôler à ce point. Vous êtes incapable de le faire. Et M. Faure Gnassingbé est en train de vous emprisonner un à un. Aujourd'hui, si le ministre de la Défense est emprisonné, est-ce que vous vous imaginez, vous, les petits chiens galeux qu'on envoie dans les manifestations pour tabasser les pauvres Togolais, vous pensez que vous êtes exempt de l'emprisonnement? Vous pensez que vous êtes immunisé parce que vous frappez au nom de Faure, parce que vous assassinez des Togolais au nom de M. Faure Gnassingbé? Les Katangans en ont fait plus que vous. Les Katangans, ils ont décimé énormément de personnes pour le règne de M. Faure Gnassingbé. Mais regardez comment il est traité aujourd'hui. Les Madjoulba l'ont fait plus que vous. Les Massina ont été mis à l'écart. Aujourd'hui, ils se trimballent seuls au Togo. Mais vous qui êtes sur le terrain, je ne sais pas. Et aujourd'hui même, ceux qui doivent ouvrir les yeux au peuple, ceux qui doivent être les portes éteintes, ceux qui doivent être vraiment le seul socle sur lequel le peuple peut se tenir, ils sont incapables de passer à l'action. Et aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense qui est arrêté. Des arrestations futures vont encore suivre. Et dans tout ça, l'armée est encore incapable de passer à l'action. L'armée est là et l'armée voit. L'armée est là et l'armée est toujours fidèle à M. Faure Gnassingbé. L'armée est là, l'armée voit tout cela. L'armée voit cette problématique venir. Ils savent qu'il y aura énormément d'arrestations au sein de l'armée togolaise. Tout le monde a peur aujourd'hui. Que ce soit les généraux, les colonels. Après l'arrestation de Mme Niakhaté, eux tous, ils ont peur. Parce que ça peut tomber sur tout le monde. Si une personne emprisonne sa propre femme, avec laquelle il a eu 2 enfants, si une personne emprisonne son propre frère, qui était son ministre de la Défense, vous pensez que c'est vous qui ne va pas arrêter? Les Tidjani qui ont fait bras et corps, qui ont fait l'inimaginable pour M. Faure Gnassingbé, regardez comment ils ont été remerciés. Les Katanga qui ont commis des atrocités, regardez comment ils ont été remerciés. Donc c'est vous que M. Faure Gnassingbé, c'est vous que Miaoué Faure Gnassingbé l'a dassi quoi. Miaoué Faure Gnassingbé l'a dassi. C'est vous que c'est votre cas. Miaoué Faure Gnassingbé m'a s'en charger, non. Et vous êtes là dans vos casernes, vous avez tous peur. Vous avez tous peur d'un civil dans vos casernes. Vous êtes tous dans vos casernes, vous avez même peur les uns des autres. Des colonels, des généraux, des commandants, des lieutenants sont incapables aujourd'hui même de parler. Ils sont même incapables de se voir par peur qu'on leur accuse de fomenter un coup d'État. Comment un civil peut vous manipuler? Comment un civil peut vous faire peur à ce point?
Comment un civil qui n'a même pas de passif militaire arrive à vous embrigader dans ce genre de choses à ce point? Je ne comprends pas. Comment un simple civil arrive à faire de vous des personnes aussi pitoyables que vous êtes? Vous êtes il y en a beaucoup qui sont des officiers, qui sont aujourd'hui, ils ont même peur de leur propre femme. Ils ont même peur de parler de l'actualité du pays. Ils ont même peur de se voir entre lieutenants. Ils ont peur de se voir entre colonels. Ils ont peur de se voir entre corps armés, entre collègues, pour même manger ou parler. De peur de M. Faure Gnassingbé, de peur d'être accusé de tentative de déstabilisation. Et ils sont là, ils sont incapables de passer à l'action. Mais nous attendons jusqu'à la fin de cette année armée togolaise. Nous attendons à ce que vous passiez le cap, que vous soyez en capacité de pouvoir donner une vraie souveraineté à notre peuple. Que vous soyez des hommes dignes. Que vous sachiez aujourd'hui que vous avez prêté serment, pas pour protéger M. Faure Gnassingbé, mais vous avez prêté serment pour protéger un peuple. Et ce peuple vous appelle aujourd'hui au renversement militaire. C'est le peuple togolais qui vous appelle. Ce ne sera pas un renversement militaire, ce ne sera pas, par exemple, un coup d'État, excusez-moi, mais ce sera une révolution populaire, ce sera un renversement populaire et acclamé qui sera salué par tous les Togolais. Donc, soldats togolais, l'heure est grave. Votre vie est plus en danger que la vie même des civils. Parce que c'est vous aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé classe comme les cancers à éradiquer. C'est vous aujourd'hui que M. Faure Gnassingbé, c'est sur vous que M. Faure Gnassingbé a la lumière. Il est très attentif à vos faits et gestes. Et comment ça se fait qu'un simple civil peut arriver à vous apeurer à ce point? Le moment est arrivé de vous lever et de faire ce renversement assez rapidement. Et nous, la diaspora, et nous, le peuple togolais, nous vous accompagnerons de toutes nos forces. Nous allons vous soutenir. Maintenant, pour une autre partie, je vais maintenant accepter ma sœur pour qu'elle monte. Et je veux parler aussi... Je vais aussi rapidement parler de l'audit que le FMI a réussi à faire la dernière fois au Togo, où ils ont demandé au gouvernement togolais de quand même monter le prix de beaucoup de choses, de montrer le prix des carburants, de montrer le prix des services publics, même des médicaments vont devenir beaucoup plus chers aujourd'hui au Togo. Le carburant deviendra beaucoup plus cher et vous savez que dès que le prix du carburant commence par flamber, le prix de absolument tout commence par flamber. Le prix de l'électricité, il y aura une augmentation. Les frais de douane, il y aura une augmentation. Et j'avais expliqué ici que même ceux qui ont des voitures, vous dédouanez votre voiture au port. Après, vous payez la carte grise extrêmement chère. Vous payez la plaque d'immatriculation extrêmement chère. Vous payez après la TVM qui est extrêmement chère. Mais cela, vous allez encore payer d'autres taxes. Et aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé, nous apprenons qu'il a contracté des dettes au nom du Togo, des dettes qui seront payables jusqu'en 2075. Ça veut dire 50 ans après. Là, nous sommes en 2025. Faure Gnassingbé a fait des prêts que l'État togolais payera jusqu'à 2075. Ça veut dire des prêts. De l'argent qui a été emprunté par M. Faure Gnassingbé, qui ne vous a pas servi, qui ne nous a pas servi, vous allez le payer. Vos enfants vont le payer. Vos futurs enfants, vos petits-enfants vont le payer. Vos arrière-enfants payeront pareillement. Parce que 2075, c'est 50 ans. Vos enfants aujourd'hui payeront. Futurs enfants, vos petits-enfants le payeront pareillement. Vos arrière-petits-enfants payeront une dette que vous n'aviez pas contractée. Payeront une dette qui ne vous a aucunement avantagé. Et tout cela ne vous révolte pas. Et tout cela ne vous amène pas à comprendre que l'erreur est tellement grave qu'il est temps que vous vous leviez, que vous tapez le poing sur la table, que vous sortez et que vous manifestez vraiment l'opération Népal. 2075, est-ce que vous vous imaginez? Ne le voyez pas comme c'est quelque chose qui ne va pas vous toucher. Cela touchera tout le monde. Comment M. Faure Gnassingbé a la possibilité d'aller faire des prêts
qui n'ont pas du tout servi au peuple togolais, parce que j'ai énormément donné des exemples de tout ce qui a été, tout ce qui n'a pas été fait de par M. Faure Gnassingbé. Je pense que je vais le refaire parce que la répétition est quand même pédagogique. L'hôpital de Baie qui n'a pas été construit par lui, l'hôpital de Tokoin pas par lui, Nioto pas par lui, palais des congrès de Lomé pas par Faure Gnassingbé, palais des congrès de Kara pas par Faure Gnassingbé, le stade de Kégué pas par Faure Gnassingbé, le stade Omnisport pas construit par M. Faure Gnassingbé, l'hôpital d'Afagnan pas construit par M. Faure Gnassingbé, l'université de Lomé pas par lui, l'université de Kara ce n'est pas par lui, la brasserie de Lomé ce n'est pas par lui, les Sototol ce n'est pas par lui. Les Sototol, ce n'est pas par lui. Les Nioto, les sociétés de la zone France, n'ont pas été construites par M. Faure Gnassingbé. Rien de tout ce qui a été fait au Togo n'a pas été fait par lui. La nationale numéro 1 n'a pas été construite par lui. La nationale numéro 2 n'a pas été construite par lui. Simao n'a pas été construite par lui. Wassem. Tu fais mal à la tête quand tu dis ça. Ça m'étonne les mots de tête. Non, ne t'inquiète pas. Wassem n'a pas été construit par lui. Simao n'a pas été construit par lui. La SNPT, qui est OTP à l'époque, n'a pas été construit par lui. En fait, tout ce qui existe au Togo, M. Faure Gnassingbé, en 20 ans, n'a réussi à faire rien du tout. Ces 20 ans, il n'a réussi à faire absolument rien. Rien n'a été fait. La brasserie n'a pas été construite. Rien. Ni les universités. Et même ce qu'il est venu trouver, il les a laissés dégrader. L'hôpital de Tokoin qu'il est venu trouver, il est venu trouver l'hôpital de Tokoin. Mais l'hôpital de Tokoin est resté pareil jusqu'à l'hôpital de Tokoin est aujourd'hui en déclin. Le contournement n'a pas été construit par M. Faure Gnassingbé. Même moi, à un moment, je me disais que c'est quand même la seule chose qu'il a pu faire. Le contournement qui passe par Kégué, Paraguay et tout ça. Mais ça n'a pas été construit par lui, ça a été financé par la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui l'a financé. Parce qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, c'était de l'argent qui ont été versés par, qui ont été injectés par la CEDEAO afin de pouvoir avoir une route qui partait du port autonome de Lomé pour pouvoir desservir les pays quand même qui sont des pays enclavés comme le Mali, le Niger, le Burkina et tout ça, parce que la Côte d'Ivoire était en guerre. Et c'est pour ça que vous alliez voir que ça a été le seul chantier au Togo, le contournement. Ça a été le seul chantier au Togo qui a été construit en un temps record, où nous n'avions pas eu de scandale financier, où nous n'avions pas eu des scandales de corruption, où nous n'avions pas eu des scandales de corruption ni de prison, ou ni de... voilà. Et bien, à l'époque, je me rappelle, ça a été la seule route que au moment où c'était en construction, même les maisons qui ont été détruites, tout le monde a été dédommagé. Je me suis dit, mais M. Faure Gnassingbé n'est pas aussi humain. M. Faure Gnassingbé ne fait pas les choses aussi clairement. Normalement, tous les projets dans lesquels s'engage M. Faure Gnassingbé, il y a toujours des scandales de corruption tout autour. C'est après que j'ai compris que la CEDEAO était obligée d'envoyer lui-même ses experts pour suivre à la lettre cette route qui devait être construite. C'est la CEDEAO qui l'a financée, mais tellement que la CEDEAO connaît aussi très bien que M. Faure Gnassingbé, c'est un président super glue. Super glue, c'est le nom que Samuel Doe appelait à l'époque à Charles Taylor, du fait que tout l'argent qui passait dans sa main, Charles Taylor était quand même un de ses ministres, tout l'argent qui passait dans sa main était collé dans sa main. Tout ce qui passait dans sa main ne ressortait plus. M. Faure Gnassingbé, tellement c'est un président, tout projet de développement est une bonne aubaine pour lui de détournement. Tous les chefs d'État le connaissent. C'est pour cela que la CEDEAO était obligée d'envoyer elle-même ses experts au Togo pour superviser le travaux du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que même aujourd'hui, pour prêter de l'argent au Togo, il faut qu'on soit derrière M. Faure Gnassingbé qu'il ne vole pas. Parce que limite, on dirait c'est un kleptomane. À chaque moment que vous vous tournez un peu, il sera capable de voler toujours. Monsieur Faure Gnassingbé, combien vous n'aviez pas volé? Vous seul, vous êtes dans les trafics de drogue, vous êtes dans des trafics d'armes à feu, c'est vous vendez des pays parce que voilà, vous êtes des receleurs d'armes à feu, les pays sous embargo que les nations occidentaux ne peuvent pas, à qui les nations occidentaux ne peuvent pas vendre des armes à feu, c'est au Togo qu'ils le vendent et c'est le Togo qui revend ses armes à feu après. Vous êtes dans toutes sortes de trafics.
pendant plus de 60 ans. Une seule famille, vous avez extrêmement volé ce peuple. Vous avez tellement ramené ce pays dans un déclin qui n'est pas possible. Mais comment cela se fait que jusqu'à présent, vous continuez pas à voler? Combien vous alliez manger? Vous aviez des appartements un peu partout au monde dont vous ne profitez même pas. Mais regardez l'hôpital de Tokoin. Vous n'aviez pas honte? Vous n'aviez pas honte, M. Faure Gnassingbé? C'est quand même désolant votre manière de diriger la nation. Nous avions eu tous espoir. Nous nous sommes dit que vous étiez jeune, que vous étiez jeune. Votre père, c'était quand même un analphabète. Il ne comprenait pas grand-chose. Donc, parce que vous étiez jeune, vous aviez étudié aux États-Unis. Vous aviez quand même une envie de développement. Vous aviez étudié aux États-Unis. Vous avez côtoyé quand même les bonnes choses. Vous aurez certaines aspirations de développement. Vous pourrez instaurer une sorte de démocratie, une sorte de développement, de création d'infrastructures, mais nous avions compris au final que vous êtes même plus villageois que votre père. Et vous n'aviez même pas honte, vous êtes là, M. Faure Gnassingbé qui est là, qui dit à ses ministres, est-ce que vous voyez les routes au Bénin? Est-ce que c'est au ministre de construire les routes ou c'est à toi? L'argent, les 4 000 milliards de dettes que vous aviez emprunté, M. Faure Gnassingbé, pour construire des routes, où est-ce qu'ils sont passés? 4 000 milliards de dettes sur la tête, sur le dos des Togolais. Où est-ce que cet argent est passé? C'est les ministres qui l'ont pris. Cette dette a été contractée par vous au nom du peuple togolais. Monsieur Patrice Talon aussi il a bénéficié des dettes, mais lui, cette dette, on a vu où est-ce que cela est en train d'aller. Plus de 82% des salles de classe au Togo ne répondent pas aux normes de l'UNICEF et de l'UNESCO. Vous entrez dans vous partez aujourd'hui dans les écoles au Togo, les bancs sont collés. Le professeur elle-même, les écoles publiques, le professeur est même incapable de pouvoir circuler dans les salles de classe où les enfants sont 3, 4 par banc. Pour un petit pays comme le Togo comme ça, les enfants sont 3, 4 par banc où les bancs sont collés. Où les enfants qui sont derrière sont obligés de marcher sur les bancs des autres avant d'aller, parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de couloir. Le professeur vient, il est uniquement à côté du tableau. Allez un peu à l'intérieur du pays, ça je vous parle en plein Lomé. Allez à l'intérieur du pays où il y a encore des clés. Allez à l'intérieur du pays, regardez même, allez à l'intérieur du pays et regardez les salles de classe, c'est une honte. Et nous les Togolais, partout où l'on passe, on a honte. Quand on nous parle, quand tout le monde nous dit, oui, je suis arrivé au Togo, mais le Togo, ça ressemble à un village. Qu'est-ce que l'on peut dire? On sait qu'il n'a pas tort. Nous ne pourrions même plus défendre le Togo. Le règne de M. Faure Gnassingbé est difficilement défendable. Le Togo est devenu difficilement défendable. Et c'est une personne qui prétend être économiste. On a vu un économiste comme Ouattara, on a vu ce qu'il est arrivé à incarner en 15 ans. Et vous, un économiste en 20 ans, même si le 1/16e ou le 1/32e de ce que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, vous êtes incapable de le faire. Même le 1/32e. Et vous n'aviez pas honte. Et quand vous vous déplacez, vous allez dans d'autres pays, vous revenez au Togo, vous ne vous dites pas que non. Amène-toi, je ne comprends pas quoi. Où tous les secteurs du pays sont dans un état cataclysmique. Où aujourd'hui, le Togolais peine même à manger. Le Togolais peine à manger. Mais nous, en Afrique, aujourd'hui en Afrique, on a plus de 80% des terres arables. Les terres arables, c'est les terres sur lesquelles on peut faire de l'agriculture. Et vous saviez pourquoi le manger commence pas à coûter extrêmement cher aujourd'hui au Togo? Parce que la majorité des terres agricoles ont privilégié de le vendre aux Chinois et aux Indiens. Vous saviez très bien que les Chinois font plus de 1 milliard. Les Indiens font bientôt 2 milliards de personnes, d'habitants. Ces deux pays avoisinent, dépassent déjà les 3 milliards. Donc, ils ont besoin de manger. Ils sont envoyés un peu partout en Afrique pour acheter des terres agricoles. Ils font des productions en quantité, mais qu'ils ramassent et qu'ils ramènent en Chine et en Inde pour nourrir leurs concitoyens.
Et dans le même moment, et aujourd'hui, même au Togo, c'est les Indiens qui sont privilégiés. C'est les Chinois qui sont privilégiés. C'est les Chinois qui sont propriétaires des terres agricoles dans nos pays. Et dans tout ça, nos États sont complètement en déphasage de ça. Ils ne voient même pas la gravité. Parce que c'est quelque chose qui ne leur touche pas, de près. C'est quelque chose qui ne leur touche pas de près. Le problème du foncier, on a un problème. M. Faure Gnassingbé, la mauvaise gestion ou l'échec de M. Faure Gnassingbé est polymorphe. Ça se présente sur beaucoup de formes possibles. Sur la question de l'éducation, M. Faure Gnassingbé a littéralement échoué. Sur la question de la santé, on n'a pas un seul centre de santé au Togo qui répond aux normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il a échoué. Sur la question de la justice sociale, il a échoué parce qu'une seule minorité s'accapare des richesses de la nation. Sur la question de la sécurité, il a échoué. Allez voir uniquement l'insécurité qui gangrène au nord du pays. Sur la question des droits de l'homme, il a échoué. Sur la question de l'agriculture, il a échoué. Le domaine de l'élevage, il a échoué. Le domaine des travaux publics, il a échoué. Faure Gnassingbé a échoué sur tous les plans. Faure Gnassingbé n'est plus... Il est devenu le problème. Il n'est plus la solution. Il est devenu le problème aujourd'hui qui gangrène le pays. Je veux seulement dire 2 mots. Je veux dire 2 mots parce que je dois rapidement bouger. Parce que quand je bougerai, je ne pourrais pas parler. Parce que voilà, je voulais juste dire que merci pour le travail acharné que tu fais. Merci. Et merci pour tout ce que tu as dit concernant le spirituel, c'est vrai. Il y a un découragement qui se forme parce que c'est les certains Togolais eux-mêmes qui ne nous permettent pas de faire la lutte librement, ça c'est un. De 2, il y a le côté spirituel qui est là. Et de 3, il y a des zozos qui ont des différentes réalités qui dépassent la nôtre. Moi, des fois, quand les zozos donnent leur réalité et qu'ils essaient de convaincre les gens, vraiment, je ne comprends pas. Si ils vivent dans le même Togo, où ils voient ce qui se passe au Togo. Je voulais aussi te mentionner que Faure Gnassingbé n'est pas venu au pouvoir pour aider le peuple togolais. Il est venu au pouvoir d'abord pour faire une guerre froide avec le peuple togolais, en minant le terrain, en asservissant, aboutissant le peuple. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il est venu, les premières 5 années, c'était pour les chefs cantons, les directeurs d'école, les quoi, c'est pour miner le terrain et corrompre tout le monde. Aujourd'hui, c'est les chefs cantons d'abord qui est le problème de chaque quartier. Donc, il a fait une guerre froide à les convaincant, à les corrompant, à aboutissant l'éducation, à aboutissant la jeunesse, parce que c'est ça le but, c'est une stratégie. Pour lui, il n'est pas humain, il n'a pas l'humanisme en lui. Donc, on ne doit pas espérer quoi que ce soit de lui. C'est nous, à nous, le peuple, de se lever et de revendiquer et d'arracher notre liberté. Parce que si on ne le fait pas, je te jure, ça va prendre encore 20 ans. Et c'est la même chose qui va se répéter parce que lui qui n'est pas là-bas pour le peuple, il est là-bas pour protéger son héritage, son patrimoine qui est le Togo. Pourtant, il oublie que le Togo appartient à tous les Togolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup pour ton intervention. En tout cas, c'est... Ah, vous êtes descendu. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention, ma soeur. Merci pour tous ceux qui font aussi ce combat. Je tiens encore à vous encourager. C'est vrai qu'à un moment, nous avions eu une question de découragement. Nous avions été beaucoup à nous décourager. Mais j'avais plus compris que c'était des attaques qui sont orchestrées par ce régime. Mais cela nous motive encore à lui faire cette guerre. Parce qu'il faut que M. Faure Gnassingbé comprenne que tant qu'il ne part pas, nous n'allions pas arrêter cette lutte. Tant qu'il ne part pas, cette lutte ne va pas s'arrêter. Nous allons continuer par le dénoncer jusqu'à sa démission ou jusqu'à son renversement. Mais garde à lui s'il est renversé. Parce que c'est là où il tombera dans l'humiliation la plus absolue. Je préfère encore qu'il démissionne comme un homme et qu'il démissionne comme un homme et qu'il essaie de partir par la grande porte comme Patrice Talon aujourd'hui. Mais s'il s'entête, et c'est ce qui va arriver, à s'accrocher à quelque chose qu'il a déjà laissé, parce que le pouvoir l'a déjà rejeté. S'il s'entête, mais finalement, il y aura un renversement militaire et ce sera la honte pour lui. Et nous, tu seras arrêté, M. Faure Gnassingbé, tu seras jugé
Tu iras faire un tour à la prison civile de Lomé, parce que c'est l'endroit dans lequel tu as toujours rempli. C'est là où c'est là où ton frère a élu domicile depuis 16 ans. C'est là où, c'est la maison de tous les Togolais aujourd'hui qui se dressent contre vous. Vous irez pareillement à la prison civile de Lomé pour voir ce que vous aviez toujours infligé au peuple togolais. Et tout l'argent que vous aviez volé, nous allions vous prendre la majorité avant de vous laisser partir en exil. Donc c'est encore mieux que vous démissionnez, que vous partez par la grande porte. Donc je le disais, sur tous les plans, M. Faure Gnassingbé a échoué. Aujourd'hui, même quand nous voyons nos villes sont en train de s'agrandir de manière stratosphérique. Aujourd'hui, l'Afrique, je vais parler en globalité de l'Afrique. Même en Afrique aujourd'hui, s'il vous plaît, continuez pas à tapoter et continuez par repartager le direct, s'il vous plaît. L'Afrique a 80% des terres arables. Aujourd'hui, même en Afrique, nous n'avions même pas besoin de vendre notre pétrole, nos matières premières, de vendre notre bauxite, le fer, l'or et tout ça avant de nous développer. Uniquement avec l'agriculture, l'on peut se positionner aujourd'hui comme des pays extrêmement puissants, uniquement avec l'agriculture. Vous voyez les pays d'Amérique latine, aujourd'hui le Mexique c'est la 11e puissance mondiale. Le Brésil, je pense, c'est la 8e ou la 9e puissance mondiale. Tous ces pays ont maximisé uniquement leur force sur l'agriculture. Pourquoi ne pas réinstaurer, même au Togo, réinstaurer les choses à ce que l'urbanisation, là où vous allez construire vos maisons, construire tout, c'est que 20% de la superficie totale de la nation. Et 80%, c'est uniquement pour l'agriculture, où nous pourrions faire pas une agriculture de subsistance, mais une agriculture mécanisée, où le Togolais, l'Africain peut quand même bien manger. Parce que c'est nous qui avions les terres arabes, les terres les plus fertiles au monde. Mais c'est en Afrique où la nourriture coûte encore le plus cher. C'est en Afrique où les gens souffrent encore de malnutrition, de sous-alimentation. Comment vous pourriez l'expliquer? Là, je vais assez rapidement faire aussi un crochet sur des soi-disant panafricains qui défendent M. Faure Gnassingbé. Si vous pourriez même taguer M. Kébi Seba, Mme Nathalie Yang et tout le reste. Comment vous pourriez l'expliquer? Qu'avec tous les terres arabes que nous avions, l'Africain est celui qui est encore plus confronté à la problématique de la famine, à la problématique de la sous-alimentation, à la problématique de la disette, de la famine, de la malnutrition. Comment vous pourriez m'expliquer? Et il faut comprendre, peuple africain, que la première étape pour la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Donc nous les Africains, il faut que nous reconnaissons aussi que nous avions un profond problème. C'est bien d'accuser les Occidentaux. Je ne suis pas en train de les dédouaner. C'est bien d'accuser les Occidentaux. C'est bien d'accuser la France-Afrique. Reconnaissons que la France a quand même eu des parts sombres et ténébreuses dans l'histoire africaine. Condamnable plus que tout. Mais reconnaissons aussi que nous, Africains, nous avions des problèmes très importants. Nous avions des problématiques très, très grandes auxquelles nous sommes confrontés. Sinon, comment vous pourriez m'expliquer aujourd'hui que ici en France, ou même aux États-Unis, la majorité, parce que dans ces pays il fait froid, dans ces pays les terres ne sont pas aussi fertiles, la majorité de leur monde, de ce qu'ils mangent, sont importés de l'Amérique latine. Vous qui habitez par exemple en France ou en Europe, vous allez dans les magasins comme les Lidl, vous allez voir les légumes, les bananes, les pois, tout ce qui est légumes. Vous allez voir Costa Rica, vous allez voir de la Colombie, vous allez voir du Mexique, alors que ces pays sont à 14 heures de vol de la France. Nous, nos pays, le Togo, c'est à 6 heures de vol de la France. Nos pays sont à 3 semaines en bateau de l'Europe. Ces pays sont à plus de 2 mois et demi en bateau vers l'Europe. Mais comment vous pourriez m'expliquer que c'est dans ces pays comme le Costa Rica, c'est dans ces pays comme la Colombie, comme le Mexique, que les Européens arrivent à se nourrir? Normalement, nous les Africains, le marché européen, tout ce qui concerne l'alimentation, c'est l'Afrique qui devait normalement exporter. Nous devons même être en capacité de tellement produire pour les nôtres que nous devons être même en capacité d'exporter même un peu partout. Mais ils sont obligés d'importer depuis le Mexique, depuis le Costa Rica, depuis le Panama, depuis le Brésil.
Et ceux qui sont en Europe ici, vous allez me donner raison. Vous allez dans les rayons fruits et légumes. La majorité, ça vient de l'Amérique latine parce que les pays sont écrits. Et nous avions des terres arabes, nous avions des terres les plus fertiles qu'elles soient. Nous n'avions même pas des chefs d'État qui pensent pouvoir faire des formations dignes de ce nom à nos jeunes, à motiver nos jeunes à rentrer vraiment dans l'agriculture, à les accompagner de par une banque agricole par exemple, à acheter des tracteurs, à mettre à la disposition des fermiers. Nicaragua et tous ces pays. Alors que regardez, tout est... Ibrahim Traoré est arrivé. En une année, Ibrahim Traoré a réussi quand même à faire un travail monumental. Il a demandé à ce que l'on fasse toutes les cultures possibles sur le sol burkinabé. Et ils se sont rendus compte que même le blé, qu'on nous faisait croire à nous, Africains, que le blé ne pouvait être que produit dans les pays où il fait froid, comme la Russie ou l'Ukraine. Ce qui a même nos chefs d'État étaient dans ce même sophisme. Ce qui a amené même Macky Sall à aller même en Russie pour aller négocier le blé chez M. Vladimir Poutine. On s'est rendu compte que le blé pousse aujourd'hui au Burkina et que le blé pousse aussi au Cameroun. Ne voulait plus pousser dans tous les pays en Afrique. Mais tellement on nous a raboté la conscience et nous-mêmes on s'est imposé des limites. Sinon en quoi? Comment l'Africain ne devait importer absolument rien, surtout sur la question de l'alimentation, absolument rien, uniquement avec l'agriculture. C'est l'agriculture qui a ramené le Mexique aujourd'hui, a fait partie des 12 puissances les plus riches au monde. Le Brésil est aujourd'hui la 8e ou la 9e puissance la plus riche au monde. Tous ces pays ont maximisé uniquement leur force sur l'agriculture. Nous, les Africains, on n'a même pas besoin de matières premières pour nous développer. Nos matières premières serviront peut-être à investir dans la défense ou dans d'autres choses. Sinon, pour la construction de nos infrastructures, pour financer nos services publics, l'agriculture uniquement nous suffit. L'agriculture uniquement suffit parce que nous avions des terres arables. Mais non, nous avons des chefs d'État qui sont en complet déphasage de cela, qui ne comprennent absolument rien. Et c'est comme ça aussi que vous aussi, vous pourriez jouer. Si vous aviez vu, peuple togolais, lors de la guerre russo-ukrainienne, malgré que les Français, ils ont pris des sanctions contre la Russie, ils étaient obligés d'envoyer des émissaires pour aller demander pardon à Vladimir Poutine de pouvoir libérer le blé. C'est parce que Vladimir Poutine aussi a un instrument de force qui est le blé, qui peut peser dans les décisions. Lui aussi, il a de la force, il a quelque chose qu'il détient, qui peut faire basculer les choses. Il sait que les autres aussi mangent dans sa main. Il sait que c'est lui aussi, c'est grâce à lui qu'il nourrit aussi les autres. C'est son argument aussi, c'est son socle aussi pour faire du chantage aux autres. Vous les Africains aujourd'hui, nous sommes beaucoup là, nous parlons de panafricanisme. Mais qu'est-ce que nous avions aujourd'hui même comme moyen de pression contre les pays occidentaux? Si ce n'est pas peut-être de leur couper, de nationaliser ou de couper par exemple, voilà. Parce que les matières premières, il en existe. Hein. Ils peuvent le payer dans d'autres pays, peut-être. En Afrique, ils le volent. Ils peuvent le payer. Mais par exemple, imaginons que nous étions puissants agricolement. Que plus de 80 ou 70% de ce qui était mangé en Europe provenait de l'Afrique. Vous imaginez le moyen de pression que nous aurons sur aussi l'Union européenne. Quand l'Union européenne parle, nous aussi nous serons en capacité de pouvoir parler parce que nous jouons dans la même cour. Parce que nous savions que nous aussi nous avions quelque chose sur laquelle nous pouvions nous positionner pour nous imposer. Nous n'avions rien, nous n'avions pas de ça. Nous sommes souvent là que dans les discours populistes. Nous sommes là dans des discours populistes. Et aujourd'hui en Afrique, regardez, où les gens ont encore faim. Au Togo, j'ai été choqué de voir au Togo des gens qui partent acheter du com. Là, ça comme mes vénam, sardine, baniledi, pour me donner un certain semblant comme si je mangeais de la viande. Aujourd'hui, le Togolais ne mange pas pour avoir la force, ne mange pas pour construire un corps sain, ne mange pas de manière saine, ne mange pas un plat délicieux pour lui-même, mais le Togolais essaie de remplir seulement son ventre.
Mais quelqu'un qui ne mange pas bien, comment vous pensez qu'il peut bien raisonner? Alors que tout se construit dans l'assiette. La santé se construit dans l'assiette. L'intelligence se construit dans l'assiette. La fertilité se construit dans l'assiette. Absolument tout se construit dans l'assiette. C'est ce que tu manges qui influence sur ton raisonnement, sur ton état de santé, sur même ta longévité, sur absolument tout. Les Togolais même ne mangent pas bien. Les Togolais ne mangent pas bien. Comment ils peuvent même bien raisonner? Et c'est ce qui nous limite aussi intellectuellement. Et ça, ce régime l'a compris. Ce régime l'a compris. Dans le même moment où des pays comme le Mali, qui font quand même un travail phénoménal. Nous avions vu la dernière fois le groupement de Mali Robot, qui est parti au lauréat, qui a été lauréat à Pékin, ou c'était à Séoul, de tout ce qui concernait l'intelligence artificielle. Ils étaient premiers devant la Chine, devant les pays européens, devant les États-Unis, devant la Corée. C'était les jeunes les plus intelligents. Ils avaient fabriqué des robots, vraiment des avancées de dernière génération. Et c'est ces jeunes qui sont applaudis par le gouvernement malien. C'est ces jeunes qui ont été reçus par Assimi Goïta et félicités par Assimi Goïta. Nous, au Togo, qu'est-ce qu'on encourage? On encourage un petit déscolarisé qui est parti faire un soi-disant jeu House of Challenge, qui a gagné le jeu, et c'est ce jeune qui est mis en avant. C'est ce jeune qui est félicité. C'est ce jeune qui est applaudi. On peut comprendre que ce jeune est applaudi par le gouvernement en place parce que pour eux, le plus important, c'est d'abrutir la jeunesse. Mais on a vu aussi le peuple togolais sortir en nombre, aller accueillir ce jeune. Ça veut dire que ce peuple aussi, c'est un peuple qui est tellement axé sur le divertissement. Parce que vous aussi, les Togolais, vous avez un problème. Hein? Il faut savoir accuser Fonya Singbe, mais il faut savoir aussi vous dire la vérité. Parce que quand on voit certains de vos actes, on comprend que vous aussi, vous n'êtes pas un peuple sérieux. On comprend que vous n'êtes pas un peuple sérieux aussi. Si c'est ce que vous deviez encourager, alors que d'autres pays sont en train d'acclamer des jeunes intelligents, des jeunes brillants, des jeunes qui se lancent dans des capacités d'initiative nouvelles, des jeunes qui sont dans la robotique, dans l'intelligence artificielle. C'est ces jeunes qui sont acclamés, et que vous au Togo, c'est un jeune qui est parti faire House of Challenge, que vous êtes parti accueillir à l'aéroport, c'est que vous aussi vous aviez un problème. Si c'est ce que vous félicitez aussi, c'est que vous, la jeunesse togolaise aussi, vous êtes une jeunesse problématique. Vous êtes aussi une jeunesse problématique. Et c'est ce jeune qui est accueilli par les ministres, qui est félicité par les ministres. Parce que, et aujourd'hui, quand vous posez la question à tous les jeunes togolais, ils te diront que j'ai envie de devenir comme M. Donny TV. J'ai envie d'aller remporter un jeu, j'ai envie d'aller remporter un défi de jeu, revenir. Et comme ça, je pourrais rencontrer le président de la République parce que c'est ce que l'État reconnaît malheureusement. Parce que c'est ce que l'État applaudit. Parce que c'est ces jeunes qui sont mis en avant. Est-ce que vous avez déjà vu M. Fonya Singbe recevoir le premier du Togo au bac, par exemple? Pour les féliciter, c'est ces jeunes qui devaient être félicités. C'est les jeunes qui sont des premiers du Togo, c'est les jeunes qui sont intelligents, c'est les jeunes qui ont décroché des diplômes universitaires, par exemple à New York, aux États-Unis, qui sont tellement intelligents. C'est ces jeunes qui devaient être félicités. Mais non, ils ne veulent pas d'une jeunesse qui pense. Et c'est ce Fonya Singbe qui est le même à dire qu'il est en face d'une jeunesse qui ne réfléchit pas avant d'agir, alors qu'il a tout fait. Il a tout mis en œuvre pour que cette jeunesse ne réfléchisse pas effectivement avant d'agir. Parce que si la jeunesse togolaise réfléchissait vraiment comme une jeunesse consciente, mais ce qui s'est passé au Népal allait commencer déjà au Togo. Ce qui s'est passé au Népal allait d'abord se passer au Togo, même avant le Népal, peuple togolais. Tout a été fait pour vous abrutir. Et vous-même, vous êtes devenus aussi dans la même logique. Comment vous pourriez m'expliquer que le gouvernement, lors de Color Run, c'est Color Run, c'est ça, ouais, Run Color ou Color Run, les compagnies téléphoniques se permettaient d'envoyer des messages sur le téléphone de tous les Togolais pour vous dire que c'est à full moon, que le full moon c'était aujourd'hui, qu'il faut sortir. Donc l'État fait la promotion du divertissement. Vous pensez que les Blancs, nous parlons beaucoup de panafricains. Vous pensez que les Blancs, avant aujourd'hui, ils sont des gens qui sont quand même dans le divertissement. Vous pensez qu'ils étaient à ce niveau, ils étaient dans le divertissement? Vous saviez
comment ces Blancs, ils ont travaillé. Leur gouvernement les a accompagnés à l'époque des siècles de lumière, la révolution industrielle, où on a financé les scientifiques, où ils ont développé leur pays, se sont dit, ok, maintenant on s'est développé, maintenant on peut un peu profiter. Vous les Togolais, vous survolez les étapes. Vous êtes même incapables de résoudre le taux de chômage. Vous êtes même incapable de bien manger au Togo. Mais c'est vous qui pensez, la première pensée du Togolais, c'est le divertissement. Parce que c'est ce que l'État applaudit et c'est ce que même le peuple togolais applaudit. Moi, quand je n'ai jamais vu aucun des directs ou aucune émission de House of Challenge parce que je commençais pas à critiquer cela. Je dis, mais nous, on n'a pas besoin de ça en Afrique. Avec l'actualité géopolitique, avec tous les pays, la Chine aujourd'hui qui était au même niveau que nous, la Chine qui se projette aujourd'hui, qui concurrence, qui rivalise les pays qui étaient autrefois appelés les pays puissants, les pays colonisateurs, les pays qui se lancent dans la conquête de l'espace, où aujourd'hui chaque pays essaie d'être le pays qui a le plus grand nucléaire, chaque pays essaie d'investir assez intensément dans l'armement, où les pays sont en train de se projeter dans cela. Nous, en Afrique, regarde dans ce que l'on est. Et moi, je n'ai jamais été intéressé par voir cela. Mais j'ai été stupéfait de voir que même la jeunesse togolaise était sortie accueillir ce jeune. Et c'est là où vous voyez le contraste entre la jeunesse malienne, la jeunesse des jeunes de l'État de l'AES et la jeunesse togolaise. Si nous aurions dans 15 ans une jeunesse de suiveurs ou de bâtisseurs, une jeunesse qui pense avant d'agir ou une jeunesse qui sera en complet déphasage des actualités aux choses auxquelles ils devaient être normalement confrontés. C'est les problématiques qu'il faut souligner. Le règne de M. Faure Gnassingbé, nous ne pourrons plus atteindre pire que ça. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever comme un seul homme et arracher notre libération. Et cette libération, que l'armée togolaise comprenne qu'elle a sa partition à jouer. S'il vous plaît, peuple togolais, continuez par tapoter, s'il vous plaît. Nous, les Africains, nous sommes encore énormément dans la pagaille. Nous sommes énormément dans la pagaille. Nous sommes énormément dans la pagaille, que ce soit l'Afrique francophone et anglophone. Nous ne sommes pas prêts. Et tout cela doit passer aussi par l'éducation de nos enfants, l'éducation de nos jeunes frères. Sinon, comment dans un pays, c'est un jeune comme Doné TV qui est accueilli à la présidence, qui est félicité par le président de la République, qui est accueilli à la présidence, qui est reçu par des ministres. Comment vous vous imaginez de cela? C'est M. Achikangoro aujourd'hui qui est présenté comme ambassadeur de la jeunesse. Et j'avais vu une scène quand même assez désolante qui m'avait donné envie de pleurer lors de la campagne pour les élections municipales, où il y a un homme qui sortait, qui se disait être un futur maire. Quand j'ai vu cela, je me dis oui, ils étaient vraiment à l'image du parti qu'ils prétendent défendre. Ils sont à l'image de leur parti. Ce monsieur qui se permet de dire que M. Achikangoro, qu'on le suive, que c'est un très bon exemple pour la jeunesse. Il disait que M. Achikangoro, c'est un très bon exemple pour la jeunesse. Et il disait que oui, c'est vrai que vous êtes des portefeuilles, il est droit batté, mais bientôt on va vous envoyer au Ghana, aller apprendre comment on fabrique les pousse-pousse. Et les Africains, et peuple togolais, pendant que les gens sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle dans l'agriculture, l'intelligence artificielle même dans l'armement, pendant que les gens sont dans la conquête de l'espace, pendant que la Russie est en train de fabriquer des missiles de dernière génération, les Satan 2, la Chine pareil, la course à l'armement, des pays comme l'Iran sont en train de s'armer, les pays comme le Brésil s'arment, les pays comme Israël, ce qui se passe aujourd'hui, des pays comme la Russie, comme la Chine, comme le Japon, comme l'Inde, qui sont en train de s'armer. Miaoya, le plus grand projet que vous aviez pour la jeunesse, c'est de les envoyer aller apprendre comment on fabrique le pousse-pousse. Et ceux-là vont nous parler de panafricanisme. Et M. Faure Gnassingbé se permet de nous parler de panafricanisme. M. Faure Gnassingbé se permet de nous parler de panafricanisme, peuple togolais. Mais le panafricanisme, ce n'est pas seulement dans une posture médiatique ou dans des bavardages inutiles. Hein.
Ça dépend de ce que vous vouliez incarner aussi dans votre peuple. C'est lui qui a eu l'idée révolutionnaire. Je me dis, waouh, ça c'est quelqu'un qui se présente à une élection communale pour devenir maire. Mais nous ne pourrions rien espérer de ces gens-là. Mais je comprends qu'ils sont à l'image de leur parti politique, ils sont à l'image de leur chef. Des personnes qui sont en complet déphasage de l'actualité ou des choses qui gangrènent vraiment les peuples. Allez vous renseigner, allez voir comment les pays sont en train de s'armer, peuple togolais, peuple africain. Pendant que le Mali félicite des jeunes qui sont lauréats, qui sont lauréats aujourd'hui, concernant tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle. Vous, alors que regardez ce que le Mali fait à côté. Regardez ce que le Burkina fait à côté. Même Faure Gnassingbé, il était là avant ses présidents, il était là avant bon nombre de présidents, mais ces présidents sont arrivés, ces présidents l'ont complètement devancé. Merci beaucoup. Ces présidents l'ont complètement devancé, peuple togolais. Oh, c'est mon baume de lèvres. Tous ces présidents l'ont complètement devancé. M. Faure Gnassingbé, il était là avant Olingi Nguema. En 2 ans, regardez ce que Brice Olingi Nguema a fait au Gabon. Il est applaudi par tout le peuple gabonais aujourd'hui. Il est arrivé en 2023. M. Faure Gnassingbé, qui était là depuis plus de 20 ans, il a été incapable de faire en 20 ans ce qu'Olingi Nguema est en train de faire en 2 ans. Vous avez vu les marchés de Lambaréné, vous avez vu les marchés, les routes, ce qui est en train d'être mis en œuvre par le président Brice Olingi Nguema. Est-ce que vous l'avez vu? Et regardez M. Faure Gnassingbé, regardez son règne. Et c'est un président aussi qui est jaloux. Il est incapable de les répéter. Il est incapable de le répéter. Et qu'au Bénin, il était arrivé avant Patrice Talon. 10 ans avant Patrice Talon. Patrice Talon l'a mis une claque monumentale. Patrice Talon est en train de montrer à M. Faure Gnassingbé aujourd'hui que c'est comme ça on dirige une nation. M. Faure Gnassingbé, vous devez prendre un stylo et des feuilles pour aller chez Patrice Talon, aller apprendre ce que c'est qu'être président et diriger une nation. Vous avez vu ce que Patrice Talon a fait et il ne part pas à la grande porte. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui place son candidat, M. Wandani, M. Wandani. Et M. Wandani, c'est le choix du peuple. M. Wandani, aujourd'hui, c'est le choix du peuple. M. Patrice Talon qui part pas à la grande porte. Il est félicité de partout. Vous n'allez pas entendre beaucoup de Béninois le critiquer. Il peut avoir ses détracteurs, mais beaucoup de Béninois ne le critiquent pas. Parce que c'est un gars qui a bossé. Il a conçu le CHIC, le Centre Hospitalier International de Calavi, qui est le plus grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Il a rénové l'hôpital, le CHU de Cotonou. Il a conçu des routes. Il a ramené le Bénin dans une nouvelle dimension, les peuples togolais. Regardez la statue de l'Amazone au Bénin. Regardez les routes qu'il a construites. Aujourd'hui, le Bénin, c'est le jour et la nuit comparativement au Togo. Et il n'a pas honte. Au lieu de prendre exemple sur Patrice Talon, qu'est-ce que M. Faure Gnassingbé fait? J'ai eu à publier une vidéo sur ma page dans laquelle M. Patrice Talon disait, elle parlait de Mme Rukia Madougou, qui est conseillère de Faure Gnassingbé, à qui Faure Gnassingbé a donné des mallettes d'argent pour aller déstabiliser le régime de M. Patrice Talon. M. Faure Gnassingbé, non seulement vous êtes incapable de construire votre pays, mais ceux qui sont en train de construire leur pays aussi, vous en êtes jaloux parce que vous saviez que cela mettra la lumière sur vous, votre incompétence. Parce que M. Patrice Talon, lui, par son travail, te montrait là où toi tu as échoué, là où toi tu as été incapable pendant 20 ans. Et toi-même, tu es stupéfait aujourd'hui, tu te permets de dire à tes ministres, mais vous aviez vu les routes au Bénin, comme si c'est à eux de construire les routes. Comme si c'est à eux de construire les routes. Et tu finances Mme Rukia Madougou avec des milliards pour aller déstabiliser le règne de M. Patrice Talon. Et aujourd'hui, M. Patrice Talon l'a mis en prison. Mais la question que je pose, cet argent que vous aviez donné à Mme Rukia Madougou pour aller déstabiliser le régime de Patrice Talon, cet argent n'aurait pas pu servir pour rénover quand même l'hôpital de Tokoin?
Cet argent n'aurait pas pu servir pour rénover l'hôpital de Baie. Cet argent n'aurait pas pu servir pour rénover l'hôpital campus. Là, je te parle de la capitale même. Je ne veux pas parler des hôpitaux qui sont même inexistants à l'intérieur du pays. Cet argent n'aurait pas pu servir pour construire de nouveaux amphis à l'université de Lomé ou de Kara. Cet argent n'aurait pas pu servir à même refaire l'hôpital, à même refaire le palais des congrès de Lomé. Cet argent n'aurait pas pu servir à refaire et à couvrir le stade de Kégué ou le stade d'Omnisport. Cet argent n'aurait pas pu servir à faire tout cela. Cet argent n'aurait pas pu servir à construire quand même la route qui mène de Djagblé ou à Veta pour aller à Vaughan qui fait 27 km ou 20 km, que vous allez déjà dépenser plus de 47 milliards là-dedans. Cet argent n'aurait pas pu servir pour résoudre quand même la problématique de la précarité au Togo. Cet argent n'aurait pas pu servir pour construire des nouvelles salles de classe pour nos enfants au nord du pays. Cet argent n'aurait pas pu servir pour clôturer des salles de classe. Cet argent n'aurait pas pu servir pour construire des forages à l'intérieur du pays. Même en plein Lomé, la TDO est incapable de couvrir le simple Lomé, la TDO est incapable de le couvrir en eau potable. Cet argent n'aurait pas pu servir à ça. J'ai l'impression que l'argent de Faure-Gnassingbé, l'argent du peuple togolais, piloté par M. Faure-Gnassingbé, ne peut servir à faire quelque chose de bien. Il a toujours été jaloux de M. Patrice Talon parce que M. Patrice Talon a été l'un des rares présidents au sein de la CEDEAO qu'il n'a pas financé. Parce que M. Patrice Talon, il était déjà milliardaire avant de rentrer dans la politique, avant d'atteindre la magistrature suprême. Donc M. Faure-Gnassingbé ne l'a pas financé. Donc il n'avait pas de compte à rendre à M. Faure-Gnassingbé. Son gouvernement n'était pas inféodé par M. Faure-Gnassingbé. Et c'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça qu'il finance aujourd'hui M. Kémy Séba. M. Kémy Séba, ça sera ma dernière partie, peuple togolais, si vous pourriez même le taguer. Et depuis ce moment, il a toujours été jaloux de Patrice Talon. Mais regardez le travail que Patrice Talon fait. Et Patrice Talon qui part aujourd'hui par la grande porte. Les Béninois même sont en train de le regretter, sont en train de le féliciter et de l'acclamer. C'est une jalousie même qui est mal placée exactement. Au lieu de prendre normalement exemple, s'il vous plaît, peuple togolais, continuez par tapoter, par repartager le direct, je vous en supplie. Tapoter, repartager le direct, et envoyer les fleurs pour sécuriser le direct, on ne sait jamais. Une jalousie qui est mal placée, au lieu de prendre exemple. Est-ce que vous saviez, peuple togolais, qu'en 2025, c'était la CAN qui devait se jouer au Maroc aujourd'hui. C'était une CAN, c'était le Togo et le Bénin qui devaient organiser cette CAN commune. Est-ce que vous saviez ça? Mais ils sont partis au Bénin, ils ont quand même remarqué que le Bénin était en capacité d'organiser une CAN. Mais ils sont arrivés au Togo, l'infrastructure inexistante, le pouvoir d'achat absolument bas, les terrains inexistants, le service routier inexistant, tout est inexistant au Togo. C'est pour cela qu'ils l'ont ramené au Maroc. Sinon, c'est le Togo, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le Togo et le Bénin qui devaient organiser la CAN 2025 qui sera une CAN commune ou conjointe. Mais regardez, le stade de Kégué. Le stade de Kégué ne répond même pas aux normes de la FIFA, ne répond même pas aux normes des terrains internationaux. Un terrain couvert. Le terrain même qu'il a été incapable de construire. Macky Sall est arrivé avant lui. Vous avez vu le stade que Macky Sall a inauguré? Macky Sall qui est arrivé après lui. Vous avez vu le mémorable travail que Macky Sall a pu faire, peuple togolais? Vous avez vu? Moi, j'ai été au Sénégal et j'ai pu le voir de mes yeux. Des terrains qui sont construits, des routes, des ponts, mais le visage du Sénégal a aujourd'hui complètement changé. Alors que ceux-là sont partis encore par la grande porte. Toi, non seulement vous êtes le président le plus incapable que l'Afrique a connu depuis ces 20 dernières années, mais vous êtes le président qui vous accrochez encore le plus au pouvoir. Et c'est ce qui est, je ne comprends pas. Au moins vous aurez travaillé, au moins avant de vous accrocher au pouvoir, on peut quand même comprendre. Mais vous aviez... Votre échec a été polymorphe, votre échec a été ahurissant. Elle s'est présentée sur tous les plans possibles. Aujourd'hui, si vous ouvrez le dictionnaire et que vous alliez là où c'est écrit mauvaise gouvernance, il y a la photo de M. Faure-Gnassingbé là-bas. Parce qu'il n'y a pas un pays aussi mal gouverné comme le Togo. Pourquoi? Parce que l'audit que le FMI a fait au Togo
Le FMI n'a pas fait un audit gouvernemental profond pour lutter contre la corruption, parce que ce n'est pas dans le rôle du FMI de pouvoir faire cela. Ils ont fait un audit au Sénégal, mais c'était un rapport de autre chose. C'était pour lutter, c'était contre les irrégularités de déclaration de budget. C'est comme si les Sénégalais avaient emprunté beaucoup d'argent. Mais au moment de payer, les Sénégalais faisaient comprendre qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer. Mais par contre, les Sénégalais avaient de l'argent qu'ils essayaient de réinvestir dans autre chose, dans les routes, dans les ponts, dans d'autres choses. Et ils essayaient de rallonger l'échéance pour pouvoir payer beaucoup plus tardivement. Ils voulaient encore rouler sur l'argent. Ils ont été intelligents. Ils ont eu un audit aussi en Centrafrique, mais ça, c'était pour lutter contre l'opacité de l'importation des prix du carburant, parce que c'était uniquement les membres, le clan du président de la République qui avait les autorisations pour importer les carburants. Donc, ils se permettaient de décider du prix selon leur bon vouloir. Et cela commençait pas à peser vraiment sur le quotidien des Centrafricains. C'est pour cela que, voilà, le FMI a essayé rapidement. C'est pas des audits même profonds. Mais au Togo, ça a été un audit gouvernemental profond. Parce que le FMI s'est rendu compte que tout l'argent que nous avions prêté au Togo, c'est pour cela que je vous dis que ne vous arrêtez pas. Notre dénonciation, nous n'allions pas l'arrêter. Quand nous avions mis en lumière l'état cataclysmique, l'état miteux, l'état délabreux dans lequel se trouve l'hôpital de Tokoin, l'hôpital de Bay, l'hôpital Campus, quand nous avions montré les salles de classe, nous avions montré des routes qui n'ont pas été faites. Mais le FMI s'est rendu compte que nous avions énormément prêté de l'argent à ce pays. Nous avions énormément prêté de l'argent à ce pays pour ces mêmes problématiques. L'hôpital de Tokoin que vous voyez là-bas, Ford a prêté plus de 5-6 fois de l'argent pour construire ou pour rénover cet hôpital, ce qui n'a jamais été fait. Ça les a choqués. Ford a prêté énormément d'argent pour construire et aménager du nord jusqu'au sud toutes les salles de classe. Ça n'a pas été fait. Ford a prêté de l'argent pour financer des forages dans les zones les plus reculées au Togo, afin que tous les Togolais puissent avoir de l'eau potable. On lui a prêté de l'argent, ça n'a pas été fait. Ford a prêté de l'argent pour que tous les Togolais puissent quand même avoir accès à l'électricité. Ça n'a pas été fait, la société est endettée jusqu'au cou. Ford Gnassingbé a prêté énormément d'argent, mais le FMI s'est rendu compte que tous les 4000, tout l'argent que nous avions prêté à cette nation, mais on ne comprend pas. Et des enquêtes ont été faites au préalable. Ils se sont rendus compte que M. Ford Gnassingbé lui-même, il avait des milliards dans les banques américaines et dans tous les paradis fiscaux. Ils se sont rendus compte que comment un simple ministre au Togo qui a pour salaire connu 2 millions de francs CFA, comment un simple ministre peut être propriétaire des appartements sur l'avenue des Champs-Élysées, des appartements à Times Square ou à New York, dans les plus grandes villes de ce monde, dans les quartiers les plus huppés que ce monde puisse connaître. Comment un simple ministre qui gagne, on va dire, 2 millions de francs CFA, qui fait environ 3 000 euros ou 3 000 $, peut avoir jusqu'à 8 millions, 10 millions, 20, 30 millions de dollars dans son compte. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est pour ça, jamais ce rapport, cet audit du FMI au Togo, un audit gouvernemental profond, n'a été fait dans aucun pays de manière aussi approfondie qu'au Togo. On reconnaît aujourd'hui que tous les chefs d'État volent, que tous les politiciens volent, mais le vol des Togolais, le vol des dirigeants togolais dépasse l'entendement. Le FMI même n'arrive pas à comprendre. Le FMI a été dépassé par le vol des gouvernants togolais. Ils ont emprunté énormément d'argent au sein des banques. Mais vous saviez, peuple togolais, les banques vont continuer par prêter de l'argent à M. Ford Gnassingbé. Vous saviez à peu près comment le système bancaire marche. Ford Gnassingbé peut se lever, il va dans une banque en Angleterre, il demande à ce qu'on lui prête de l'argent. Il peut demander à ce qu'on lui prête 5 milliards de livres sterling. Et il dit au gars en question que ces 5 milliards ne le met pas dans le compte du trésor public togolais, mais plutôt dans mon paradis fiscal quelque part ici. Et tu prends aussi 200 000 livres sterling. Et tu m'envoies les 4 milliards 800 000 de livres sterling sur dans un compte dans mon paradis fiscal quelque part. C'est comme ça.
Et c'est pour ça que M. Faure Gnassingbé est en train d'entêter le pays. Et aujourd'hui, le Togo paiera des dettes même jusqu'en 2075. C'est pour ça le renversement. C'est pour ça que le départ de M. Faure Gnassingbé est plus qu'imminent. Le départ de M. Faure Gnassingbé est plus qu'imminent. Et là, la rentrée vient de commencer. Je vais assez rapidement faire un petit aparté. La France vient de sortir. Vous savez que Campus France a été quand même un bon échappatoire pour beaucoup de Togolais. Pour voyager, beaucoup de parents ont beaucoup espéré en ça. Beaucoup de parents ont vu leurs enfants voyager aujourd'hui pour rejoindre la France. Ces enfants qui arrivent quand même à les soutenir. Et beaucoup de parents aspirent à cela. Mais aujourd'hui, Campus France a sorti un communiqué dans tous les pays en Afrique. Ils ont dit que maximum, en cas d'échec au lycée, vous n'aurez plus de visa pour rejoindre la France pour continuer vos études. Ça veut dire que au lycée, vous devez faire maximum que 3 ans. Pas plus. Ça veut dire en cas d'un seul échec, c'est fini. Votre rêve de Campus France est hypothéqué, il est mort. Et dans le même moment, au Togo, comment cela se fait alors que nous savions très bien que beaucoup d'échecs au lycée, c'est souvent au niveau du bac 1, du probatoire. Le probatoire qui n'est même pas un diplôme. Ça veut dire que le probatoire qui n'est même pas un diplôme. Beaucoup d'enfants vont échouer aujourd'hui au probatoire. Et ils vont voir leur avenir être hypothéqué. Ils seront aujourd'hui incapables de pouvoir obtenir un visa de Campus France pour venir continuer leurs études. Est-ce que vous comprenez ma logique? Normalement, si vous étiez un État conscient et que vous aspirez au bien-être de votre peuple, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, le Togolais a besoin de voyager, de quitter son pays pour pouvoir rêver. Normalement, là, au début de cette année, le probatoire ne devait pas exister. Imaginez un jeune qui échoue au probatoire. C'est fini, son rêve de Campus France est complètement brisé. Mais le probatoire n'est même pas un diplôme. Le bac 1, ce n'est pas un diplôme. On n'a que 2 pays en Afrique où il y a encore ça. C'est 2 pays similaires. C'est pas Gassor, le Cameroun et le Togo. Comment vous allez encore prendre le risque que des élèves connaissent des échecs en classe de première alors que vous pourriez enlever cet examen, n'a même pas le droit, ne doit même plus exister. Comment vous pourriez encore prendre ce risque de mettre cet examen pour que les enfants puissent encore échouer comme ça, que leur rêve de Campus France, leur rêve de voyage puisse s'évaporer à jamais. Normalement, vous seriez un État conscient, vous penserez au bien-être de votre peuple. Cette question du probatoire devait être enlevée. Le bac 1 devait être enlevé normalement. Et vous, Togolais, vous les enfants, surtout en classe de première, votre vie est en danger. Vous qui venez d'avoir le BEPC, votre rêve de rejoindre un jour la France est en danger. Parce que si vous échouez, là où vous ne devez pas échouer, qui est la classe de première par exemple, que ce n'est même pas un diplôme, mais l'État fait tout pour pouvoir vous ralentir, l'État fait tout pour pouvoir vous faire échouer, l'État fait tout pour que vous n'avancez pas dans votre cursus scolaire, que vous ne vous leviez pas pour réclamer cela. Vous ne sortez pas dans les rues pour dire non au probatoire. Pour dire non au probatoire. C'est votre vie qui est en danger. Hein. Et vous, parents togolais, vous qui aspirez aussi à ce que vos enfants puissent avoir Campus France, Campus Canada pour voyager. Aujourd'hui, en cas d'échec, les visas ne seront plus délivrés, vous ne serez plus éligibles. Est-ce que vous allez prendre ce risque que votre enfant échoue en classe de première? La classe a un examen soi-disant fictif qui n'est même pas reconnu. Vous allez prendre ce risque pour hypothéquer l'avenir de vos enfants? Parce que ce régime fait tout. Ce régime a été le premier. Vous allez voir d'abord. Monsieur Morning, arrêtez d'inciter les jeunes à faire un combat perdu d'avance. Ah bon? Quel combat est perdu d'avance? Bon, vous, je ne vais pas vous répondre. Je ne sais pas de quel bord vous êtes, mais souvent les révolutions ont toujours été menées par des jeunes, monsieur. Si vous ne le saviez pas, allez vous renseigner. Et dans mon live, le port du cerveau est obligatoire. Si vous n'avez pas votre cerveau, vous pourrez descendre d'ici. Parents togolais, ne prends pas ce risque que l'avenir de ton enfant
se fasse encore hypothéquer, peuple togolais. Parents togolais, jeunes togolais, jeunes en classe de première, jeunes en classe de seconde. Vous devez sortir dans les rues. Si vous aspirez à avoir votre bac en 3 ans et être éligible pour pouvoir rejoindre un jour la France, pour pouvoir continuer vos études, vous devez sortir dans les rues pour réclamer cette suppression immédiate de cet examen fictif qu'on appelle le probatoire au Togo. Cet examen n'a pas le droit d'exister. C'est un examen qui a été mis en place pour retarder encore le peuple, pour retarder encore les lycéens togolais, pour qu'ils n'avancent pas dans leurs études et pour qu'ils ne se dressent pas contre eux. Et pourquoi je vais vous dire que l'État ne supprimera pas absolument cela? Parce que l'État, au contraire, est content que Campus France ait pris ce genre de dispositif. Est-ce que vous saviez que nous qui faisons ce combat, qui sommes aujourd'hui à l'extérieur, qui sont partis, qui ont appris quand même quelque chose de nouveau, qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit, je ne dis pas que ceux qui sont sur place sont en déficit d'ouverture d'esprit, mais nous qui avions voyagé, qui avions compris quand même d'autres choses, nous avions eu le temps de visualiser encore d'autres choses, de comprendre certaines choses, et qui nous permettons aujourd'hui de les critiquer de manière qui se permettent de les critiquer de manière frontale, qui arrivent à quand même les humilier, qui arrivent quand même à les humilier. L'État a cherché par tous les moyens pour que d'autres Togolais ne voyagent plus, pour aller étudier, comprendre les vrais engagements auxquels ils devaient être confrontés, pour être des jeunes brillants, qui vont être des jeunes qui ont réussi à développer quand même leur esprit critique, qui seront capables de tenir un débat face à eux et de mettre en lumière leur incartade, de mettre vraiment la lumière sur leur déviance, de mettre vraiment la lumière sur leur mauvaise gestion, sur la gestion calamiteuse de l'État. Ils font tout aujourd'hui pour bloquer ces jeunes. Et j'ai été quand même le premier à le dire. Et quelques semaines après, j'ai remarqué que cette question-là, ce que les gens ils avaient toujours l'habitude de faire, de déposer de l'argent avec des banquiers qui pouvaient donner de l'argent pour des cautions, pour que les jeunes puissent avoir le visa. C'est l'État togolais qui a signalé cela à Campus France, à Campus Canada et à Campus USA. Pour que les Togolais puissent rester sur place, ne pas avoir de visa, que les Togolais n'aient pas la possibilité d'aller étudier en étranger, comme eux, leurs enfants, que les Togolais ne puissent pas avoir la même ouverture d'esprit que eux, leurs enfants, parce que c'est comme si c'est uniquement leurs enfants qui doivent être dans les meilleures écoles, à Paris, à New York, un peu à Londres et un peu partout. C'est le gouvernement togolais qui a été initiateur de l'enquête avant que l'ambassade de France ne puisse continuer. C'est le gouvernement togolais. Parce qu'ils veulent faire tout pour qu'on ne délivre plus absolument de visa aux jeunes Togolais qui aspirent rejoindre un jour la France pour continuer leurs études. L'État togolais fait tout aujourd'hui et ils sont même arrivés. Vous avez vu, beaucoup de jeunes ont été arrêtés, finalement relâchés. Et aujourd'hui, mais cela c'est quelque chose qui a été fait. Moi j'ai eu mon bac depuis 2015. C'est quelque chose qui a été fait depuis. Mais vu que c'est nous ces étudiants aujourd'hui qui sont partis, qui ont voyagé, c'est nous ces diasporas aujourd'hui qui nous dressons contre eux, le gouvernement togolais fait absolument tout aujourd'hui pour limiter, pour faire en quelque sorte que le nombre de visas qui devait être octroyé au peuple togolais, aux jeunes Togolais, pour pouvoir voyager un jour et continuer ses études, puisse être le plus restreint possible. Et vous aviez vu ce qui est en train de se passer. Cette année, les jeunes n'ont pas voyagé. J'ai eu l'habitude de voir énormément de jeunes arriver chaque année. Cette année, je n'ai pas vu beaucoup de jeunes voyager. Et l'année prochaine, ça sera encore pire. Et avec cette réglementation qu'a mise en œuvre le Campus France, qu'il faut un minimum 3 ans. Et il faut maximum 3 ans. Pas d'échec au lycée. Pour pouvoir bénéficier de cela, vous allez voir. Vous allez voir cette année au Togo. L'échec au lycée. L'échec au lycée sera monumental. Vous allez voir.
Vous allez voir l'échec. Mais la que des vieux grimpé à Mira. Ou ça des vieux là n'ont de telle manière que on sait que si tu échoues une seule fois, c'est fini. Campus France, c'est mort pour toi. On sait que Campus France, c'est mort pour toi. Donc, ils vont tout faire aujourd'hui pour que vous échouez. Le plus. Il a bien souvent, quand vous avez des milliers, il a non fié. Et même ces jeunes qui arrivent comme étudiants, il faut voir le contraste entre les deux. Il faut voir le contraste entre nos jeunes frères qui ne sont pas forcément issus de bonnes familles, qui sont arrivés en France pour continuer leurs études. Il faut voir comment ces jeunes vivent. Et il faut voir comment leurs enfants vivent. Leurs enfants ne partent même pas à l'école. C'est eux, ils fréquentent les HEC, c'est eux, ils fréquentent l'université Paris-Dauphine, c'est eux qui sont dans les universités, qui sont à l'ENA, Université Paris-Dauphine, HEC dans les grandes écoles de commerce. Et nos jeunes frères sont obligés de lutter des places dans les universités publiques ici, sans encore. Mais il faut voir la manière dont nos jeunes frères vivent, à l'université de Sorbonne et tout le reste. Nous, nos jeunes frères, sont obligés d'avoir un boulot, un job étudiant pour pouvoir survivre. Alors que eux, tous les mois, l'argent vient du Togo pour eux. Notre argent vient du Togo pour eux. Pourquoi ce qui serait valable pour eux ne serait pas valable pour nous tous? Pourquoi c'est eux seuls qui doivent profiter des richesses de la nation, qui doivent vivre comme des hommes de manière digne, et que nous, nos jeunes frères, doivent vivre comme ça? Si les jeunes étudiants togolais, ils ont fait un grand resto ici, c'est aller manger au McDo. C'est aller manger peut-être à Burger King ou à Quick. S'ils ont fait un restaurant, pour eux, les restaurants UP, pour la majorité des jeunes togolais ici, c'est Hippopotamus, c'est Buffalo Grill, où les plats tournent autour de 25-30 euros. Mais il faut voir les restaurants dans lesquels leurs enfants mangent. Leurs enfants sont dans les restaurants Siena, ils sont dans les restaurants dans les Phuket, ils sont dans les meilleurs restaurants, les Congs, des restaurants sur l'avenue des Champs-Élysées, ils sont dans les meilleurs restaurants possibles, où il faut débourser minimum 400 euros pour manger. Ils sont dans des meilleurs hôtels, dans des hôtels Ritz, dans les meilleurs hôtels les plus chers ici. Ils ont un lifestyle qui ne dit pas son nom, alors que regardez le contraste, regardez comment nos jeunes frères vivent. Et c'est la même chose qui a révolté le peuple népalais. Le peuple népalais était révolté sur cette manière dont une seule partie du pays, eux et leurs enfants, vivaient de manière opulente alors que tout le peuple était en train de sombrer dans la famine. Nous, nos jeunes frères, ils doivent étudier. Togo Dogaï, le Togo a de l'argent quand même pour avoir une petite allocation pour ces jeunes qui étudient à l'étranger. C'est la France, la CAF qui est obligée de soutenir encore ces jeunes. C'est la CAF qui soutient encore ces jeunes. Alors que le Togo a la possibilité de venir aussi en aide à ces jeunes enfants qui viennent d'arriver en Europe, de pouvoir les soutenir au moins 1 an ou 2, avoir une allocation de même 200 euros, afin qu'ils arrivent à s'intégrer, tout le reste, non. Beaucoup de jeunes sont dans la diaspora qui sont étudiants ici, sont en dépression, parce qu'ils doivent cumuler et ils doivent penser. Les procédures des titres de séjour qui sont extrêmement difficiles. Ils doivent étudier, ils doivent faire des jobs étudiants. C'est eux qui doivent encore nourrir leur famille au pays. La charge mentale, elle est énorme pour eux. Pendant ce même moment, il faut voir comment eux, leurs enfants vivent ici à Paris. Des enfants qui sont étudiants, qui sont propriétaires à Neuilly-sur-Seine. Des enfants qui sont étudiants, qui sont propriétaires dans le 16e arrondissement à Paris, dans le 8e et dans le 7e. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? L'argent du contribuable. Ou dans leurs appartements, tous les jours, c'est la fête. En train de se... tout le temps. Mais regardez nos jeunes frères, comment eux, ils étudient. Les Togovi, les études, les filles, là, de l'anniversaire à McDo, là, avec l'anniversaire, les Burger King, là, avec l'anniversaire, les Maoula, ouais, Namia Pataya. Mais regardez le contraste, regardez comment eux, ils vivent. Pourquoi ce qui serait valable pour eux ne serait pas valable pour vous, peuple togolais? On était tous là avant de voir le président Sanvi de Tové arriver avec la canne, un monsieur qui titubait, qui était limite mourant. Ce monsieur a été ramené en Europe ici. En 2 semaines, ce monsieur est revenu au pays. Vous avez vu, il a jeté la canne, il était en pleine vitalité. Vous allez vous dire que c'est maintenant que le monsieur il a 60 ans alors qu'il a 80 ans.
Il a été traité de manière digne. Pourquoi cela n'est pas valable pour nos parents? Pourquoi quand nos parents, quand mon oncle, pourquoi quand moi aussi mes parents, quand vos parents tombent malades, ils ne sont pas traités de manière aussi digne comme ça? Mais je vous parle d'un sans vie de Tové qui est déjà riche, mais qui a toujours été traité au Togo. C'est pour cela qu'il est comme ça. Imaginez s'il n'était même pas riche, il était mort depuis. Mais il est venu en France. Vous l'aviez vu comment il est revenu en pleine vitalité. Il est revenu tout vivant, tout... Vraiment, vous l'aviez vu. Et Dogbobore, vous avez beaucoup de maladies vous avez beaucoup de maladies qui vous privent de vos vies là-bas au Togo. Je vous assure que ce sera un pays où les soins de santé étaient adéquats. Ce sera un pays où les médecins seront bien formés. Ce sera un pays où il y aura vraiment une présence dans l'État, dans le quotidien de tous les Togolais. Ce sera un pays où nous avions des centres hospitaliers dignes de ce nom, avec des matériels dignes de ce nom, où tout le monde pourrait être traité de manière correcte et digne. Nous avions perdu beaucoup de membres, nous avons perdu beaucoup de Togolais qui auraient pu être sauvés. Au Togo, jusqu'à aujourd'hui, le choléra continue par tuer. Au Togo, jusqu'à aujourd'hui, le paludisme continue par tuer. Au Togo, jusqu'à aujourd'hui, l'insuffisance rénale tue encore. Ceux qui sont dans le domaine de la santé vous diront ici. On a des gens qui trimballent des maladies. La personne peut avoir une maladie tellement grave. Mais cette personne, il arrive à vivre encore jusqu'à 90 ans. Cette personne arrive à vivre jusqu'à 90 ans. Mais peut-être cette personne a même la leucémie du sang. Mais cette personne vit. Mais en Togo, certaines maladies, c'est direct l'abattoir, c'est direct la morgue. Pourquoi ce qui serait valable pour eux ne serait pas valable pour nous? Quand eux, ils tombent malades, ils viennent en Europe pour se soigner. Pourquoi quand vous tombez malade, vous n'aviez pas des hôpitaux aussi sur place comme en Europe? Et les chefs d'État africains sont en train de perpétuer la même chose. Et c'est ça qui a tué monsieur le président Yadema. Si on suit la logique, il était vraiment malade et il devait rejoindre l'Israël pour se faire soigner. Et il est mort dans l'avion. Parce que la nature voulait le montrer. Que tu aurais construit un hôpital digne de ce nom dans ton pays en 38 ans de règne. Tu aurais pu partir dans un hôpital dans ton pays pour les premiers soins avant de pouvoir prendre le vol. Mais la nature est très bien. Hein, et c'est pour ça que vous allez voir comment monsieur Faure Gnassingbé, laissez-le se remplir d'orgueil. Laissez-le se remplir d'orgueil. Moi, je peux vous dire que des chefs d'État l'ont fait avant lui. Les Mobutu se pensaient être invincibles. Mobutu pensait à un moment qu'il était même un dieu. Il avait sa photo qui traînait dans les nuages. Où tout le monde pensait que Mobutu était Dieu. Ce même Mobutu a été chassé. Ce Mobutu a été chassé. Il est mort au Maroc, où les Congolais ne veulent même pas voir son corps. Il était mort dans l'indifférence la plus totale. La vie l'a humilié. Soyez remplis d'orgueil. D'autres l'ont fait plus que vous. Ton père l'a fait plus que toi. Les Mobutu qui se pensaient les maîtres, qui se pensaient comme des demi-dieux. Vous avez vu comment ils ont fini. Les dictateurs finissent toujours mal. Mais monsieur Faure Gnassingbé, vous, votre chute sera tellement brutale. Pourquoi ce qui serait valable pour vous ne serait pas valable pour les autres? Vous allez voir même ici. Je n'aime jamais me vanter de l'Europe parce que je me dis que je n'ai pas été initiateur de cela. J'ai envie de me vanter de l'Afrique. Je n'aime pas me vanter que oui, je suis en Europe, que parce que je vis en Europe, pour moi ça va. Non, les Blancs, ils ont mis un système en place dont je profite. Je ne suis pas initiateur de ce système. Je n'ai pas contribué à ce système. Je suis en train de profiter d'un système qui a été mis en œuvre par des têtes pensantes. C'est de ça que je suis en train de... C'est pour cela que je ne m'enorgueillis jamais de vivre en Europe. Parce que tous les jours, quand je sors ici, je me pose la question, mais comment eux ils sont arrivés, comment nous les Africains, nous les Togolais, nous sommes toujours à ce niveau? Comment eux ils ont réussi à le faire? Vous allez voir même en France, dès qu'une personne tombe, en 5-10 minutes, l'ambulance est déjà présente. Si le cas est très grave, c'est un hélicoptère qui viendra chercher la personne. Je me rappelle quand je venais d'arriver en France, il y avait un accident très grave, je pense que c'était sur la A86, où l'hélicoptère était descendu pour prendre le malade. Moi, je me disais que ce malade, ça doit être forcément peut-être le fils de Macron ou le fils d'un haut dignitaire.
Et mes frères me disaient que non, c'est quelqu'un de lambda. Ici, tout le monde a le même titre. Que tu sois président, on n'a aucune vie qui est au-dessus d'une autre vie. Tous les gens sont traités de manière pareille. Il n'y a pas quelqu'un qui sera traité plus que les autres. Il n'aura pas quelqu'un qui sera considéré. Au Amérique, et que tout le monde doit être traité de manière digne. Tout le monde doit être traité de manière digne. Moi, quand j'ai vu l'hélicoptère, je me disais, mais comment une grande personnalité peut faire un accident comme ça? Moi, je pensais que j'étais encore dans ma philosophie idiote de Lomé, pensant que les bonnes choses ne devaient être détenues que par l'élite. On dit non. Ce n'est pas ça, monsieur. Ce n'est pas ça. C'est un citoyen lambda. Mais ici, la vie de tout le monde compte. Nous avions besoin. La vie de tout le monde est importante. Mais au Togo, à l'hôpital de Togo, même l'ambulance est inexistante. Il y a des gens qui font des accidents. Et même en pleine capitale, il y a des accidents de circulation. On attend l'ambulance pendant 2 heures. On appelle même l'ambulance. L'ambulance dit qu'il n'y a pas d'essence. Ils n'ont pas de carburant dans la voiture. Mais le Togo, c'est une autre nation. Hein. Aujourd'hui, au Bénin, il n'y a plus ça. Au Mali, il n'y a plus. Au Mali, ben, c'est des pays en guerre. Mais au Sénégal, il n'y a plus ça. En Côte d'Ivoire, il n'y a plus ça. Quand même, dans la capitale, il n'y a plus ça. Mais au Togo, notre capitale, c'est encore à un état de retard que nous ne pourrions pas imaginer. Peuple togolais, il est temps. Il est temps. Bon, je dois bloquer ce... Qu'il aille faire ses singeries ailleurs. Qu'il aille faire ses singeries ailleurs. Donc, la vie de tout le monde est importante. Peuple togolais, ne pensez pas que c'est M. Faure Gnassingbé, lui, qui a le droit de bien se traiter, qui a le droit de... comme si lui, il était plus humain que les autres. Nous sommes tous des êtres humains au même titre devant Dieu. Je le dirai quand même vers sa fin. Je pense que nous avions, voilà. Et pour finir, je reviendrai encore sur cette question de l'armée togolaise. De l'armée togolaise qui doit quand même prendre ses responsabilités. De l'armée togolaise qui doit se comporter aujourd'hui comme une armée. Qui doit se comporter aujourd'hui comme une armée républicaine au service du peuple et non au service d'un individu. De leur dire de ne pas continuer par exprimer une certaine reconnaissance, de toujours monter une certaine patte blanche à M. Faure Gnassingbé. Ce qui est quand même dommage parce que je ne comprends pas, comme je l'avais dit dans mon direct que j'ai eu à couper, je ne comprends pas comment une seule personne arrive à manipuler plus de 15 000 corps armés. Ça seulement, je n'arrive pas à le comprendre. Mais ce qui est encore plus désolant, c'est que M. Faure Gnassingbé est en désaccord et est rejeté complètement par son peuple. Vous êtes 15 000 soldats togolais et plus de 8 millions de Togolais vous soutiennent. Tous les Togolais vous soutiennent aujourd'hui. Plus de 8 millions de Togolais vous soutiennent. Donc vous êtes 8 millions, on est 8 millions, plus 15 000 personnes qui vous soutiennent. Mais je ne comprends pas le pourquoi. Vous êtes incapable de pouvoir faire un renversement militaire. Et nous espérons que jusqu'à la fin de cette année, vous allez pouvoir prendre votre responsabilité et rentrer dans l'histoire comme une armée digne, comme une armée républicaine, comme une armée que l'on peut célébrer. Comme aujourd'hui, les Gabonais sont en train de célébrer leur armée, célébrer Driss Olingue Nguema, comme aujourd'hui les Burkinabés célèbrent les FDS et Ibrahim Traoré, comme les Maliens célèbrent aujourd'hui Assimi Goïta et tous les Fama, comme les Nigériens célèbrent aujourd'hui le général Tiani et toute l'armée du Niger. Comme même en Guinée aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est célébré et toutes les forces, les corps armés guinéens sont célébrés pareillement. Nous vous attendons, nous attendons et vous avez notre soutien. Et je tiens à dire que celui qui fera ce coup d'État sera intouchable. Vous voyez aujourd'hui, on a un jeune béninois qui est né.
qui est parti au Gabon et qui a soi-disant insulté le président gabonais. Vous avez vu, même si je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des dérives assez xénophobes en ce qui se passe au Gabon, vous avez vu comment tous les Gabonais ont dit « Tu ne peux pas insulter le président de la République, tu présentes tes excuses. » Aujourd'hui, vous ne pourriez plus toucher Olingi Nguema. Vous ne pourriez pas insulter Olingi Nguema parce que Olingi Nguema est devenu un trésor national. Il les a libérés des règnes des Bongos. Le militaire qui fera le renversement de M. Faure Gnassingbé, le peuple, il sera décoré par le peuple au même titre que M. Sylvanus Olympio comme trésor du peuple. Et vous serez protégé par notre peuple. Nous ne laisserons jamais personne monter, jamais personne se dresser contre votre pouvoir. Vous aurez de notre soutien, soldats togolais qui s'apprêtent à faire ce coup d'État. Tu auras de notre soutien, tu auras de notre amour, tu auras de toute notre énergie pour pouvoir diriger cette transition jusqu'à remettre le Togo sur de bons rails. Et tu seras célébré, tu seras respecté au même titre aujourd'hui, comme Brice Olingi Nguema. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à tous ceux qui ont repartagé, merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, merci à tout le monde, merci, au revoir et à la prochaine pour un nouveau live. Le combat continue et la journée de demain, Togolais habitant à New York, n'oubliez pas qu'il faut partir crier sur M. Faure Gnassingbé. Il faut partir l'humilier. N'oubliez pas les photos des Togolais qui ont été assassinés. N'oubliez pas des photos des prisonniers politiques qui sont détenus de manière inhumaine. N'oubliez pas les photos des arrestations arbitraires des prisonniers politiques. N'oubliez pas les photos de tous nos frères aujourd'hui qui sont dans une détresse que ce régime nous a infligé. Demain, levez-vous. Trouvez quand même le moment. Sortez en nombre pour aller humilier, je pèse bien mes mots, pour aller humilier M. Faure Gnassingbé. C'est vrai que j'ai oublié que M. Kémy Séba, ce criminel, mais on vient de m'informer que M. Zagabambo aussi était en direct. Donc, demain, je pense que j'arriverai un live spécial, même si c'est un live de 30 minutes ou 1 heure de temps, où je parlerai vraiment de Kémy Séba, de cet agent double, de cet agent russe qui devient, de ce panafricain sélectif, de ce vendu, de ce criminel qu'il devient. Demain, nous allons nous voir pour son sujet. En tout cas, merci beaucoup et merci beaucoup à tous.